J'ai fait ma demande en mariage 2 fois. Elle a dit, ce n'est pas le bon moment. Après le deuxième refus, j'ai dit, alors c'est fini. Elle ne s'attendait pas à ce qui s'est passé ensuite. Bon, laissez-moi vous raconter comment tout s'est passé. Je sors avec cette fille, Clémence, depuis environ 4 ans maintenant. Je veux dire, elle est incroyable, drôle, intelligente, vraiment détendue, et le courant est toujours bien passé entre nous. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un et que tout se met en place naturellement. Oui, c'était comme ça avec elle. Nous nous sommes rencontrés à une fête à Paris où nos amis nous avaient traînés, et honnêtement, aucun de nous ne voulait y être. Mais nous avons accroché et passé toute la nuit à parler de choses stupides, comme de mauvais films et de souvenirs d'enfance bizarres. Bref, quelques années plus tard, je savais que je voulais l'épouser. Au bout de 2 ans, j'étais presque sûr qu'elle était la bonne, ou peu importe comment les gens appellent ça. J'ai commencé à économiser pour une bague, en pensant que je le ferais quand je serais dans une meilleure situation financière. J'avais tout ce plan en tête qu'une fois dans une situation plus stable, je ferais ma demande. Cela me semblait être la chose responsable à faire. En plus, je ne voulais pas faire les choses à moitié. Clémence méritait une belle demande, et je ne voulais pas stresser pour l'argent juste après. Donc l'année dernière, après avoir travaillé d'arrache-pied et avoir eu l'impression que j'avais enfin repris ma vie en main, ou du moins qu'elle ne s'effondrait pas complètement, j'ai décidé qu'il était temps. J'étais tellement prêt à franchir cette nouvelle étape. J'étais vraiment impatient. Et pas seulement moi. Clémence et moi avions déjà parlé de mariage. Elle semblait partante. Elle disait toujours qu'elle ne se voyait avec personne d'autre et qu'elle voulait construire une vie avec moi. Donc j'avais l'impression de ne pas y aller à l'aveuglette, vous voyez? Il semblait que nous étions tous les deux sur la même longueur d'onde. J'ai planifié la demande sur cette plage en Normandie où nous avons eu notre premier rendez-vous. Nous sommes tous les deux discrets, donc je voulais que ce soit juste nous deux. Pas de grand événement public, pas de restaurant chic où tout le monde nous regarde, juste quelque chose de personnel. Je me souviens de ce premier rendez-vous comme si c'était hier. Nous n'avions pas beaucoup d'argent à l'époque, alors nous avons préparé un pique-nique bon marché, pris quelques verres de vin et nous nous sommes assis sur la plage à discuter jusqu'à ce qu'il fasse trop froid. C'était parfait. Bref, le jour de la demande, j'étais extrêmement nerveux. Je veux dire, j'étais sûr qu'elle dirait oui, mais vous savez, ça reste un grand moment, n'est-ce pas? J'avais la bague, j'avais planifié toute la journée, je m'étais assuré que nous arrivions à la plage au coucher du soleil car Clémence a toujours dit à quel point elle aimait les couchers du soleil. Le temps était parfait, d'ailleurs. Comme l'un de ces jours où le ciel devient tout rose et violet. C'était presque comme un signe que c'était le bon moment. Donc nous arrivons à la plage après avoir pris le train depuis Paris, et j'essaie de rester calme, mais intérieurement j'étais un peu nerveux. Nous marchons le long du rivage, en parlant de choses aléatoires, puis je m'arrête, je lui prends la main et je commence à lui dire à quel point elle compte pour moi. Je lui ai dit à quel point je l'aimais, comment je ne pouvais pas imaginer ma vie sans elle. Et puis je me suis mis à genoux, j'ai sorti la bague et je lui ai demandé de m'épouser. Voici la partie qui m'a déconcerté. Elle m'a regardé, m'a vraiment regardé, et n'a rien dit pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis elle dit, je veux t'épouser, mais pas tout de suite. J'étais là, quoi? Mon cerveau n'a pas pu traiter cela au début. Je suis resté planté là, tenant toujours la bague, ayant probablement l'air perdu en essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Je veux t'épouser, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que ça veut même dire? J'ai senti mon cœur se serrer douloureusement. Elle a dit qu'elle n'était pas encore prête pour toutes ces histoires de fiançailles. Qu'elle n'était pas très emballée par l'idée d'être fiancée, et qu'elle avait besoin de plus de temps. Elle ne s'est pas vraiment expliqué plus que ça, elle a juste dit que ce n'était pas le bon moment pour elle. Cela m'a profondément affecté, mais je ne voulais pas faire de scène, alors j'ai juste souri et j'ai dit, oui, d'accord, je comprends. Mais à vrai dire, je ne comprenais pas du tout. Nous avions parlé de mariage. Elle m'avait dit qu'elle voulait être avec moi pour toujours, et me voilà en train de me livrer, pour ne recevoir qu'un rejet incertain. Mais je me suis dit, d'accord, peut-être qu'elle a juste besoin de plus de temps. Après tout, j'ai attendu 1 an pour mettre de l'ordre dans ma vie avant de faire ma demande, alors peut-être qu'elle n'en est tout simplement pas encore là. Je me suis convaincu que ce n'était pas si grave et j'ai essayé de passer à autre chose. Nous avons fini par passer le reste de la soirée à faire semblant que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas.
Toute l'atmosphère avait changé, et j'étais coincé dans ma propre tête, me demandant si j'avais fait une erreur. Aurais-je dû attendre plus longtemps? Était-ce le mauvais moment? Ne la connaissais-je pas aussi bien que je le pensais? Je ne lui ai rien demandé de tout ça, cependant, parce que je ne voulais pas donner l'impression de la brusquer. Le truc, c'est que je pensais bien faire en lui donnant du temps. Mais avec le recul, j'aurais aimé poser plus de questions. J'aurais dû lui demander directement ce qu'elle entendait par pas tout de suite. Était-ce moi? Était-ce autre chose? Était-elle au moins sérieuse quant à son désir de se marier à l'avenir? Mais au lieu de cela, j'ai laissé couler et je me suis dit que ce n'était pas grave. J'ai passé l'année suivante à faire semblant que tout allait bien, mais c'était toujours dans un coin de ma tête. Chaque fois que le mariage revenait dans la conversation, je ressentais à nouveau cette piqûre. Mais je me disais qu'elle finirait peut-être par changer d'avis. Je veux dire, nous étions toujours heureux, nous faisions toujours des voyages, nous sortions avec des amis, nous faisions toutes les choses normales de couple, alors je me suis dit, d'accord, c'est bon. Elle n'est juste pas encore prête. Elle y arrivera bien un jour, non? Mais oui, c'est comme ça que s'est passée la première demande. Pas exactement comme je l'avais prévu, mais j'ai laissé tomber parce que je l'aimais. Je ne voulais pas la pousser vers quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. J'étais loin de me douter que toute cette histoire de pas tout de suite allait prendre des proportions bien plus importantes par la suite. Donc, après cette première demande, une année entière s'est écoulée, et oui, les choses étaient parfois un peu bizarres. C'était comme si nous n'avions plus jamais reparlé de toute cette histoire de je veux t'épouser, mais pas tout de suite. Je pensais que nous en discuterions peut-être après quelques semaines ou quelque chose comme ça, mais non, rien. Et honnêtement, je ne voulais pas non plus aborder le sujet parce que je ne voulais pas avoir l'air insistant ou quoi que ce soit. Nous faisions toujours toutes les choses habituelles de couple, donc j'ai supposé que tout allait bien entre nous. Mais plus le temps passait, plus je commençais à me dire, d'accord, peut-être que ça n'arrivera jamais. Du genre, pourquoi n'est-elle pas prête? Et pourquoi ne me donne-t-elle pas une meilleure raison que simplement pas encore? Vous savez, nous avons presque 30 ans, et nous sommes ensemble depuis 4 ans. À ce stade, soit on sait, soit on ne sait pas, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à planifier une autre demande parce qu'au fond de moi, je croyais toujours qu'elle voulait être avec moi pour toujours, tout comme elle le disait avant. Je me disais qu'elle avait peut-être juste besoin de plus de temps, et que j'avais peut-être besoin d'améliorer ma façon de faire ma demande. La première était discrète, personnelle, juste nous deux sur la plage en Normandie. Mais cette fois, je me suis dit qu'elle voudrait peut-être quelque chose d'un peu plus chic. J'ai donc commencé à penser à quelque chose qui serait un peu plus spécial, je suppose. J'ai décidé d'impliquer certains de nos amis. Je ne voulais pas d'un truc public, comme une grande foule qui nous regarde. Ce n'était pas mon genre, et je sais que Clémence n'aime pas ça non plus. Mais je voulais que nos amis les plus proches m'aident à l'organiser. Je pensais que cela la rendrait plus mémorable. En plus, si nous étions entourés de personnes auxquelles nous tenons tous les deux, cela la mettrait peut-être plus à l'aise pour dire oui, vous voyez? J'ai donc commencé à planifier. J'ai réservé ce très beau jardin botanique à Paris qui avait une magnifique zone avec une fontaine, le genre avec toutes ces grandes roses et cette verdure, et c'est super romantique. Je savais qu'elle adorerait car elle est obsédée par la nature et les plantes. Franchement, elle a environ 20 plantes dans notre appartement parisien que je tue toujours par accident. Je me suis donc dit, oui, ce sera l'endroit parfait. J'ai même demandé à certains de nos amis de m'aider à tout installer. Nous avions prévu d'aller d'abord dîner, juste nous deux, dans ce bon restaurant à proximité, puis de nous rendre au jardin où ils auraient tout préparé pour moi. Des roses, des bougies, la totale. Ça allait être parfait. J'en étais sûr cette fois. Le soir de la demande arrive. J'essaie de rester calme, mais intérieurement j'étais nerveux à nouveau. Je n'arrêtais pas de penser à l'année dernière et à la façon dont j'avais été déçu, et je priais pour que cette fois-ci ça ne se passe pas de la même manière. Je ne voulais pas revivre tout ça. Mais j'étais optimiste, peut-être trop optimiste. Le dîner s'est très bien passé. Nous étions tous les deux de bonne humeur et tout semblait parfait. Nous avons ri, bu du vin, et c'était comme au bon vieux temps, comme si rien n'allait mal entre nous. Après le dîner, j'ai proposé de nous promener dans le jardin botanique. Elle était tout à fait partante, sans se douter de ce qui l'attendait, bien sûr. Nous arrivons à la fontaine, et tout est installé,
exactement comme je l'avais imaginé. Des roses partout, des bougies éclairant le chemin. C'était incroyable. Nos amis avaient fait un travail formidable. Je lui prends la main et nous commençons à marcher vers la fontaine. À ce stade, mon cœur bat la chamade, mais je garde mon sang-froid. Nous y arrivons, et je lui fais tout ce discours pour lui dire à quel point je l'aime, que je ne peux pas imaginer passer ma vie avec quelqu'un d'autre, et que je suis prêt à franchir cette nouvelle étape. Elle a les larmes aux yeux, et je me dis, ça y est. C'est le moment. Je me remets à genoux, je sors la bague et je lui demande de m'épouser. Et là, elle me dit la même chose. Pas tout de suite. Je n'arrivais pas à y croire. Jean, quoi? Je suis resté planté là une seconde, essayant de comprendre si j'avais bien entendu. Pas tout de suite. Encore? J'ai eu l'impression d'une profonde déception. Ce n'était pas comme la dernière fois où j'avais ignoré la chose en me disant que ce n'était pas grave. Cette fois, c'était différent. Ça faisait beaucoup plus mal. Je me suis levé, essayant de rester calme, mais je devais demander, pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? J'essayais de garder mon calme, mais ma frustration augmentait. Elle m'a regardé, les larmes aux yeux, et m'a dit la même chose que l'année dernière. Elle voulait s'assurer que les choses allaient marcher, qu'elle n'était pas encore prête. Et c'est là que j'ai commencé à exprimer ma déception. Je lui ai demandé directement s'il y avait quelqu'un d'autre, ou peut-être que quelqu'un l'influençait. Peut-être ses parents, peut-être un ami. Je ne savais pas. Ça n'avait tout simplement aucun sens. Nous étions ensemble depuis 4 ans. Comment pouvait-elle ne pas savoir maintenant si elle voulait m'épouser? Elle a secoué la tête et a dit non, ce n'était personne d'autre. Elle avait juste besoin de plus de temps. À ce moment-là, tout m'est apparu clairement. J'avais attendu une année entière depuis la dernière demande. J'avais fait tous ces efforts pour m'assurer que celle-ci serait parfaite. Je pensais que nous étions dans une meilleure situation, et pourtant, j'étais là, debout au milieu de ce magnifique jardin, à m'entendre dire pas encore une fois de plus. Je me sentais comme quelqu'un qui avait tout donné sans résultat. Jean, combien de fois suis-je censé demander? Combien de temps suis-je censé attendre? Je lui ai dit ça. Je lui ai dit que si après 4 ans elle n'était toujours pas sûre, alors je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne pouvais pas continuer à attendre qu'elle se décide. J'avais l'impression de mettre ma vie entre parenthèses pour quelqu'un qui n'était même pas sûr de vouloir en faire partie à long terme. Elle n'a pas dit grand-chose, elle a juste demandé plus de temps, encore une fois. Et c'est là que j'ai craqué. Je n'ai pas élevé la voix ou quoi que ce soit, mais j'en avais fini. Je lui ai dit, je ne peux plus faire ça. Je t'aime, mais je ne vais pas continuer à me mettre à découvert si c'est pour que tu continues à dire non. J'ai vu l'expression de son visage changer. Elle a compris que j'étais sérieux. Elle a commencé à pleurer, me suppliant de ne pas partir. C'est alors qu'elle a dit, d'accord, je vais t'épouser. S'il te plaît, ne pars pas. Et ça, c'est ce qui m'a le plus affecté. Du genre, elle n'était prête à dire oui que maintenant qu'elle savait que j'étais prêt à partir. Ça ne semblait pas réel. Ça ne donnait pas l'impression qu'elle voulait vraiment m'épouser. J'avais l'impression qu'elle avait juste peur de me perdre. Je n'ai même pas répondu. Je suis juste parti. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Ma tête tournait, mon cœur était brisé, et tout ce que je voulais, c'était m'éloigner de là. Après cette deuxième demande, je savais que quelque chose devait changer. Je ne pouvais pas simplement recommencer à faire semblant que tout allait bien comme je l'avais fait la première fois. Mais pendant quelques jours, je n'ai pas su quoi faire. Mon esprit était dans tous les sens. Je veux dire, 4 ans, c'est long pour être avec quelqu'un, et je n'étais pas sûr d'être prêt à tout jeter par la fenêtre. Mais en même temps, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'elle ne serait jamais prête. Et si elle ne l'était pas maintenant, alors quand? Je n'ai pas beaucoup parlé à Clémence le lendemain de la demande. Elle est restée dans la chambre d'amis, ce qui était en quelque sorte notre façon tacite de gérer les disputes. Se donner de l'espace. Normalement, le lendemain, nous en discutions et tout s'arrangeait. Mais cette fois, je ne voulais pas parler. Je ne savais même pas si j'avais quelque chose à dire. J'avais besoin de digérer ce qui venait de se passer. Quelques jours ont passé, et j'ai réalisé que je n'étais plus en colère contre elle. J'étais juste déçu.
Vous connaissez ce sentiment quand vous avez tout mis dans quelque chose et que vous échouez quand même? C'est là que j'en étais. J'avais l'impression d'avoir tout fait correctement, ou du moins c'est ce que je pensais, et ce n'était toujours pas suffisant. C'était nul, purement et simplement. À la fin de la semaine, nous nous sommes enfin assis pour parler. C'est elle qui a abordé le sujet, en fait. Elle m'a fait asseoir sur le canapé et a dit que nous devions tirer les choses au clair. Et oui, il le fallait. Nous ne pouvions pas continuer à l'éviter. Donc, je lui ai dit exactement ce que je ressentais. Que je ne pouvais pas continuer à attendre qu'elle décide si elle voulait m'épouser ou non. J'ai dit que si elle ne le savait pas après 4 ans, je n'étais pas sûr qu'elle le saurait un jour. Elle est restée assise en silence pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis elle a dit, « Je t'aime vraiment. Je veux être avec toi. Je ne pense juste pas être encore prête pour le mariage. » Et voilà, c'était reparti, cette même phrase, pas prête. Je sentais ma frustration monter à nouveau, mais j'ai gardé mon calme. Pourquoi pas? Ai-je demandé. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je veux dire, nous sommes ensemble depuis 4 ans, et nous avons déjà parlé de nous marier. Tu as dit que tu le voulais. Elle a soupiré, et j'ai vu qu'elle avait du mal à s'expliquer. Je ne sais pas, a-t-elle dit. C'est juste un grand engagement, et je ne veux pas me précipiter dans quelque chose dont je ne suis pas sûr. C'est là que j'ai compris. Elle n'était pas sûre de moi, pas de nous, pas de la relation, juste de moi. Et honnêtement, ça a fait plus mal que je ne le pensais. Je pouvais supporter que quelqu'un ne soit pas prêt à se marier, mais ne pas être sûr de moi après 4 ans. C'était une toute autre chose. Je me suis adossé au canapé en essayant d'assimiler ça. Je lui ai demandé directement, « Seras-tu un jour sûr ?» Elle m'a regardé, et pour la première fois, elle n'avait pas de réponse. Elle est restée assise là à fixer ses mains, sans dire un mot. C'est là que j'ai su. Je me suis levé, et je lui ai dit, « Je ne peux pas continuer à faire ça. Je t'aime, mais si tu n'es pas sûr de moi alors qu'il est, je ne pense pas que tu le seras un jour. Et je ne vais pas attendre éternellement en espérant que tu changes d'avis. » Elle s'est mise à pleurer. Et oui, c'était dur à voir. Je ne voulais pas la blesser. Je ne l'ai jamais voulu. Mais je ne pouvais pas continuer à faire semblant que tout allait bien. Elle m'a supplié de ne pas partir. Elle n'arrêtait pas de dire, « Je t'épouserai. Je le promets. Donne-moi juste un peu plus de temps. » Mais c'est bien là le problème. Je ne voulais pas qu'elle m'épouse juste parce qu'elle avait peur de me perdre. Je voulais qu'elle le veuille, qu'elle soit enthousiaste à ce sujet, et elle ne l'était pas. Elle avait juste peur d'être seule. Ce n'était pas le genre de mariage que je voulais, et je n'allais pas m'en contenter. Alors, je lui ai dit que je devais partir. J'ai fait un sac ce soir-là et je suis resté chez un ami pendant quelques jours. Je me suis dit que nous avions tous les deux besoin d'espace pour nous calmer et réfléchir à ce que nous voulions. Mais au fond de moi, je savais que c'était fini. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les jours suivants ont été difficiles. Je n'arrêtais pas de repasser tout dans ma tête en essayant de comprendre où ça avait mal tourné. Était-ce moi? Était-ce elle? Était-ce nous deux? Je ne sais pas. Tout ce que je savais, c'est que ça ne semblait plus juste. La relation s'était transformée en quelque chose qu'elle n'était pas censée être, et je ne pouvais pas la réparer. Cette semaine-là, elle m'a appelé quelques fois. Je n'ai pas décroché au début parce que je n'étais pas prêt à parler, mais j'ai fini par répondre. Nous avons eu l'une de ces conversations embarrassantes où aucun de nous ne savait vraiment quoi dire. Elle n'arrêtait pas de demander si j'allais rentrer à la maison, et je n'arrêtais pas de dire que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. L'ironie ne m'a pas échappé. Moi demandant plus de temps après m'être énervé qu'elle fasse la même chose. Mais ce n'était pas la même chose. Je n'attendais pas pour décider si je l'aimais. J'essayais de trouver comment passer à autre chose. Puis sont arrivés les messages. Oh là là, les messages. Ses amis, ses parents, même certains de nos amis communs ont commencé à bombarder mon téléphone. Apparemment, elle a dit à tout le monde que je l'avais larguée parce qu'elle n'était pas prête à se marier. Et bien sûr, ils ont tous pris son parti. Ils m'ont traité d'immature, d'égoïste, de personne qui avait jeté à la poubelle une relation de 4 ans juste parce qu'elle n'était pas prête pour l'étape suivante. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'aucun d'eux ne semblait saisir, c'est que ce n'était pas une question de mariage.
Il s'agissait du fait qu'elle n'était pas sûre de moi. Je veux dire, si quelqu'un n'est pas sûr de vous après 4 ans, combien de temps êtes-vous censé attendre? 5 ans? 10 ans? J'avais l'impression que tout le monde passait à côté du problème. Le plus drôle, c'est que certains de mes amis n'ont pas pris son parti. Quelques-uns ont même dit qu'ils comprenaient mon point de vue. Ils ne prenaient pas parti, exactement, mais ils ne me blâmaient pas non plus. Ils savaient ce que j'avais traversé, tous les efforts que j'avais mis dans la relation, et ça m'a fait me sentir un peu mieux de savoir que je n'étais pas complètement fou d'être parti. Je pense que c'est là que j'ai enfin accepté que c'était fini. Je n'allais pas revenir en arrière. Aucune supplication ni aucune promesse n'allait changer le fait qu'elle ne voyait pas d'avenir avec moi. Pas vraiment. Je suis retourné chez nous pour récupérer le reste de mes affaires environ une semaine plus tard. Clémence n'était pas là, et honnêtement, j'étais soulagé. Je ne voulais pas faire face à une autre conversation émotionnelle. J'ai fait mes affaires, j'ai laissé ma clé sur le comptoir, et je suis sorti pour la dernière fois. Et juste comme ça, c'était fini. 4 ans, terminé. Et oui, ça faisait mal. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir fait le bon choix. Je n'allais pas me contenter de quelqu'un qui n'était pas sûr de moi. Je méritais mieux que ça. Mise à jour numéro 1. Donc, après avoir fait mes affaires et être sorti de l'appartement pour la dernière fois, je pensais que les choses seraient un peu plus faciles. Comme si je m'attendais à sentir un poids énorme s'enlever de mes épaules ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de cela, tout me paraissait lourd. Je ne sais pas comment le décrire autrement, mais c'est comme si la rupture ne m'avait pas vraiment frappé jusqu'à ce que je sois de retour chez mon ami Grégoire. Juste assis sur son canapé avec mon sac de sport à mes pieds. Grégoire est un bon gars, un de ces amis qui ne pose pas trop de questions et qui vous tend juste un verre quand vous en avez besoin. Il n'a pas essayé de fouiner ou de me donner des conseils. Il m'a juste laissé squatter chez lui. Et nous avons passé la plupart des nuits à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des films stupides. Ça a aidé un peu, mais ensuite, les messages ont recommencé à affluer, et je n'ai pas pu échapper à la réalité de ce qui se passait. Clémence m'envoyait des messages presque tous les jours. Au début, c'était les habituels on peut parler? Et tu me manques, auxquels je m'attendais un peu. Mais ensuite, elle a commencé à être frustrée. Je ne répondais pas à ses appels, alors elle envoyait de longs messages pour dire que j'étais déraisonnable de ne pas vouloir arranger les choses. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Tu jettes tout par la fenêtre pour une petite chose, et tu le regretteras ». Ça m'a mis en colère, pour être honnête. Genre, c'est moi qui jette tout par la fenêtre? Je ne savais pas comment répondre sans déclencher une autre dispute, alors je ne l'ai tout simplement pas fait. Ignorer ces messages n'était pas facile, cependant. À chaque fois que mon téléphone vibrait, j'avais la boule au ventre. Une partie de moi tenait encore à elle, mais je savais au fond de moi que ce n'était pas quelque chose que nous pouvions réparer. Je devais me rappeler que ce n'était pas seulement une question de mariage. Il s'agissait du fait qu'elle n'était pas sûre de moi, de nous. Le truc, c'est que quand vous passez 4 ans avec quelqu'un, vous vous habituez à la voir dans les parages. Même si les choses étaient difficiles vers la fin, Clémence avait occupé une place énorme dans ma vie pendant si longtemps que je ne savais plus trop quoi faire de moi-même maintenant qu'elle n'était plus là. Je me surprenais sans cesse à faire défiler d'anciennes photos de nous sur mon téléphone, regardant tous ces souvenirs que nous avions créés. C'est stupide, je sais, mais c'était comme si j'essayais de comprendre où les choses avaient mal tourné. Y avait-il quelque chose qui m'avait échappé? Un signe que tout s'effondrait avant les demandes en mariage? J'ai passé beaucoup trop de temps à y penser. Grégoire m'a dit que je suranalysais la chose, et oui, il avait peut-être raison. Mais c'était difficile de ne pas le faire. Quand vous investissez autant de temps avec quelqu'un, vous voulez croire que tout cela signifiait quelque chose, que ce n'était pas juste une perte de temps. Après environ une semaine de silence de la part de Clémence, j'ai commencé à recevoir des messages de ses amies. Et mon Dieu, elles étaient brutales. Certaines d'entre elles me traitaient carrément de personne qui l'avait quittée. L'une d'elles a même dit « Tu as juste peur de l'engagement ». Ce qui est un comble, vu que j'ai littéralement fait ma demande 2 fois. Une autre de ses amies a écrit ce long message pour me dire que j'étais égoïste de ne pas avoir donné plus de temps à Clémence pour réfléchir. Apparemment, 4 ans n'étaient pas suffisants. Mais voici le truc. Je sais que j'ai dit que je n'utiliserais pas cette phrase. Son amie Léonie m'a en fait envoyé un message disant « Tu étais juste une valeur sûre pour elle ».
Elle trouvera quelqu'un de mieux maintenant. La vache. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus, mais il m'est resté en tête. Étais-je juste une roue de secours pour elle? Ce n'est pas comme si Clémence avait déjà dit quelque chose de ce genre. Mais plus j'y pensais, plus je me demandais si elle attendait quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux, quoi que cela veuille dire. Pendant ce temps, mes amis me donnaient leurs propres opinions. Grégoire, comme d'habitude, faisait simple. Mon pote, tu es mieux sans elle. Si elle ne peut pas se décider après 4 ans, elle ne le fera jamais. Mon pote Raphaël était un peu plus loquace. Il pensait que j'aurais dû partir plus tôt, genre après le premier rejet. Il n'arrêtait pas de dire, pourquoi lui as-tu donné une seconde chance? Elle avait été claire la première fois. Je n'avais pas vraiment de réponse à ça. Je suppose que je ne voulais tout simplement pas abandonner aussi facilement. Peut-être que ça me fait paraître stupide, mais je voulais croire que les choses pouvaient encore s'arranger à l'époque. C'était un mélange étrange d'émotions. J'étais en colère, frustré, mais aussi triste. Et une partie de moi ne parvenait pas à se défaire de la culpabilité. Chaque fois que je voyais les messages de ses amis, je pensais, suis-je le méchant dans l'histoire? Je n'arrêtais pas de me remettre en question, même si je savais que j'avais fait ce que j'avais à faire. Rompre n'a pas été une réaction impulsive. C'est quelque chose auquel j'avais réfléchi pendant longtemps. Mais quand même, quand vous êtes attaqué de toutes parts par des gens qui vous disent que vous êtes le fautif, ça vous prend la tête. Environ 2 semaines après la rupture, j'ai enfin reçu un message de Clémence qui n'était pas en colère. Il était simple. Je comprends maintenant. Je suis désolé. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureux. Ce fut le dernier message que j'ai reçu d'elle. Plus d'appels, plus de messages. Ça semblait bizarrement définitif, et je ne savais pas trop quoi en penser. D'un côté, j'étais soulagé que les allers-retours constants soient terminés. D'un autre côté, j'avais l'impression que le dernier fil entre nous avait été coupé. J'aimerais pouvoir dire que c'est à ce moment-là que tout est devenu plus facile, mais honnêtement, ce ne fut pas le cas. J'avais encore des moments où je pensais à elle, à ce que nous avions eu, et à ce qui aurait pu être. Mais avec le temps, ces moments sont devenus de plus en plus rares. Plus j'étais loin d'elle, plus je réalisais que rompre était le bon choix. Ça faisait horriblement mal, mais c'était nécessaire. Je ne voulais pas être coincé dans une relation où j'attendais toujours qu'elle soit prête. Finalement, j'ai quitté l'appartement de Grégoire et j'ai pris mon propre 2 pièces. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste un 2 pièces dans un quartier correct de la ville, mais il était à moi. J'ai commencé à me concentrer davantage sur moi-même, à sortir avec des amis, à aller à la salle de sport, juste à essayer de remettre ma vie sur les rails. Et peu à peu, les choses ont recommencé à paraître normales. Je ne dis pas que je suis passé à autre chose à 100%, mais je suis dans une meilleure situation maintenant. Avec le recul, j'ai réalisé que je mérite quelqu'un qui est sûr de moi, pas quelqu'un qui a besoin d'années pour décider si j'en vaux la peine. C'est encore une pilule difficile à avaler, mais je l'ai acceptée. Donc, oui, voilà les conséquences. Ce n'était pas beau à voir, et je gère encore certaines répercussions, mais je pense que je vais enfin de l'avant. Mise à jour numéro 2. Donc, après des mois d'adaptation à la vie en solo, j'ai eu l'impression de commencer enfin à m'y faire. Ce n'est pas comme si tout s'était amélioré par magie ou quoi que ce soit, mais les choses étaient simplement plus faciles. Je ne me réveillais plus chaque matin avec cette boule au ventre. Je ne pensais plus tout le temps à Clémence, et je ne vérifiais pas constamment mon téléphone pour voir si elle m'avait écrit. J'avais ma routine, mon espace, et honnêtement, c'était agréable d'avoir à nouveau mon propre chez moi. Je pouvais laisser de la vaisselle dans l'évier si je le voulais, mettre la musique à fond à 1 heure du matin, ou juste m'asseoir en silence avec un verre sur le balcon. Je n'avais de compte à rendre à personne. Ça faisait du bien et le travail se passait bien. Je n'étais pas de ces gens qui se jettent à corps perdu dans leur travail après une rupture, mais avoir quelque chose sur quoi me concentrer m'a certainement aidé. Je ne pensais à rien d'autre quand j'étais plongé jusqu'au cou dans des projets ou assis en réunion. Je pense que ce fut ma plus grande victoire, juste être capable de me concentrer sur quelque chose sans être distrait par des pensées du passé. Mais, comme tout le monde vous le dira, juste au moment où vous pensez avoir tourné la page, la vie a cette façon de vous jeter quelque chose au visage pour tester si vous êtes vraiment passé à autre chose. J'étais dans un bar avec Grégoire un vendredi soir.
nous ne nous étions pas vraiment vus depuis un moment parce que nous étions tous les deux occupés par le travail, alors nous avons décidé de prendre quelques verres, de jouer au billard et de rattraper le temps perdu. La soirée se passait très bien. Des rires, des bières, des provocations amicales autour du billard, la routine. C'était juste l'une de ces soirées où on ne pense à rien de trop lourd, où on profite simplement du moment présent. Puis, sorti de nulle part, Grégoire prend un air bizarre alors que nous jouons. Je suis sur le point d'aligner un tir quand il dit « mon pote, Clémence est là ». Je me suis figé. Mon esprit s'est vidé pendant une seconde, et je suis resté planté là avec la queue de billard à la main, ne sachant que faire. Je ne l'avais pas vue depuis des mois. Genre, oui, je savais qu'elle voyait quelqu'un de nouveau, mais c'est une chose d'en entendre parler par des rumeurs et c'en est une autre de le voir de ses propres yeux. J'ai essayé de garder mon calme, cependant. Je ne voulais pas paniquer ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est une grande ville, et ça devait arriver à un moment donné, non? J'ai pris une grande inspiration et j'ai jeté un coup d'œil distrait. Et elle était là, assise au bar avec un type. Il riait, prenait un verre, avait l'air de passer un bon moment. Et vous savez quoi? Ça ne m'a pas frappé comme je le pensais. Oui, mon cœur s'est un peu serré au début, mais ce n'était pas le déchirement auquel je m'attendais. Je suis juste resté là, à fixer pendant une seconde, puis j'ai regardé Grégoire, qui m'observait comme si j'étais sur le point de craquer. J'ai secoué la tête et j'ai dit, c'est bon, mon pote. Continuons à jouer. Et ce fut tout. Pas de grands moments dramatiques, pas de crise. Nous avons simplement repris la partie, et j'ai fait de mon mieux pour agir comme si je ne venais pas de voir mon ex avec quelqu'un d'autre. Ce n'était pas facile, cependant. À chaque fois que je levais les yeux, ils étaient là, riant, parlant, ayant l'air heureux. Ce n'était pas exactement de la jalousie, plutôt cet étrange mélange de nostalgie et de soulagement. Comme si une partie de moi la regrettait, mais qu'une autre partie de moi était contente que ce ne soit plus moi assis à ce bar avec elle. Grégoire a remarqué que j'étais un peu silencieux après ça, et il a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que tout allait bien, mais au fond de moi, je ressentais un vide étrange. Pas parce que je voulais récupérer Clémence, mais parce que ça m'a frappé que ce chapitre de ma vie était vraiment terminé. La voir avec quelqu'un d'autre, c'était comme planter le dernier clou dans le cercueil. Ce n'était pas seulement moi qui passais à autre chose, c'était elle aussi. Et ça piquait un peu, même si je savais que c'était pour le mieux. Nous avons terminé au bar et avons décidé d'en rester là. Grégoire n'arrêtait pas de demander si je voulais prendre un autre verre ou aller ailleurs, mais je lui ai dit que j'étais fatigué et que je voulais juste rentrer chez moi. Je pense qu'il savait que je n'étais pas vraiment d'humeur à socialiser davantage. En rentrant chez moi, je me suis assis sur mon balcon avec un verre, regardant simplement les lumières de la ville, pensant à tout ce qui avait changé au cours des derniers mois. Il y a un an, je planifiais un avenir avec Clémence. Maintenant, elle n'était plus qu'un souvenir, quelqu'un que je connaissais. C'était beaucoup à encaisser, mais en même temps, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement. La voir avec quelqu'un d'autre, heureuse, m'a fait réaliser qu'il était temps de vraiment lâcher prise. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis resté assis là sur le balcon pendant un long moment, à penser à tout ce qui s'était passé, et pour la première fois depuis longtemps, je n'étais ni en colère, ni triste, ni confus. J'étais juste en paix avec ça. La vie continue, et les gens aussi. Clémence était passée à autre chose, et moi aussi. Ce n'était pas une révélation dramatique ou quoi que ce soit, juste une acceptation tranquille du fait que les choses étaient ainsi. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant plus léger. Ça a l'air cliché, mais c'était comme si un grand poids avait été enlevé de mes épaules. Je ne m'accrochais plus à aucune colère ni à aucun regret. Clémence faisait partie de mon passé, et maintenant il était temps de me concentrer sur mon avenir. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à m'ouvrir à nouveau au monde. Je ne dis pas que je me suis replongé dans les rendez-vous amoureux ou quoi que ce soit. Je n'étais pas encore prêt pour ça, mais j'ai arrêté de les éviter. Je suis sorti davantage, j'ai parlé aux gens, j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais pour moi-même, pas seulement dans une relation, mais dans la vie en général. C'est drôle comme les ruptures vous font tout réévaluer. Il ne s'agissait pas seulement de tourner la page sur Clémence, il s'agissait de découvrir qui j'étais et ce que je voulais de la vie. Et j'ai réalisé que j'avais encore beaucoup de choses à découvrir, mais ce n'était pas grave. Je n'étais pas pressé. Pour la première fois depuis longtemps,
j'étais satisfait de l'endroit où j'en étais. Donc, oui, c'est à peu près là où en sont les choses maintenant. J'avance, lentement mais sûrement. Ce n'est pas parfait, mais la vie ne l'est jamais. Et honnêtement, cela me convient. J'apprends à prendre les choses comme elles viennent, à ne pas trop stresser pour l'avenir, et à simplement apprécier là où je suis en ce moment. Qui sait ce qui m'attend? Je suppose que je vais juste devoir attendre et voir. Commentaire, je tiens à vous dire que cette histoire m'a vraiment fait réfléchir à la manière dont on se respecte soi-même. Quand on sent que l'autre n'est pas sûr de lui, il est important de poser des limites claires pour protéger son cœur. J'ai appris qu'il faut du courage pour privilégier sa paix intérieure plutôt que d'attendre indéfiniment. Vous méritez quelqu'un qui est certain de vouloir avancer avec vous, sans hésitation. Prenez le temps de guérir après une déception, c'est une étape essentielle. Soyez bienveillant avec vous-même, même quand les choses sont difficiles. Écoutez votre intuition, elle sait souvent ce qui est bon pour nous, mieux que nous-mêmes. La responsabilité de notre bonheur nous appartient avant tout. Je vous encourage à réfléchir à vos propres relations et à ce que vous acceptez vraiment. Et surtout, n'oubliez pas que choisir le calme est un acte d'amour envers soi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.